Ouais, et puis on comprend qu'il y a une attente très très forte en tant que panafricain, puisque c'est vrai que on voudrait que le Bambara soit parlé, on voudrait qu'il y ait plus d'autonomie africaine, parce que c'est vrai que l'Afrique possède une grande partie des richesses du monde, et c'est vrai qu'à travers ça, il nous manquerait quelques cerveaux bien remplis pour qu'on puisse s'en sortir, quoi. Donc les choses ne sont pas si loin que ça, et malheureusement on est tous conscients des réalités aussi, hein. On est tous conscients que on navigue pas sur un fleuve tout à fait rose, mais en dehors de ça, je pense que le peuple malien a envie de liberté, a envie de se sentir vraiment vivre. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast Le Goûter panafricain, épisode 8 le podcast qui revient sur l'actualité du monde panafricain et aussi de l'Afrique et des Antilles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Afrique plus particulièrement. On va débriefer de la situation au Mali et au Burkina Faso et on fera une parenthèse en fin de podcast aussi sur la situation qui se passe en Guadeloupe. Et aujourd'hui, les acteurs du podcast autour de la table, autour de l'écran, on a Aton. Comment tu vas, Aton? Moi j'ai envie de vous dire au TEP, donc toujours bien. Donc tout va bien pour l'instant, et en Kunja Seneb, comme on était en train de dire juste avant. Qui veut Donc dire? Qui veut dire? Qui veut au dire? TEP, eh ben, on l'a ici. Je vous l'approche un petit peu, je sais pas si tout le monde voit. On Ouais, voit on le voit, on le voit. la vie, la prospérité, la santé. Vie, prospérité, santé. Santé, Que des beaux messages. que des beaux Ah, messages. je vois en haut à droite, il sourit, le président d'Africain du Monde. Comment tu vas? Si beau au bout. Oui, je vais très très bien, Thomas. Merci, merci pour ton engagement, merci pour ton professionnalisme. Je vais très bien parce que en ce moment, il y a quelques bonnes nouvelles qui viennent de l'Afrique et j'espère que on va faire en sorte que ça continue. Yes, bah merci en tout cas à toi, merci d'être là. Et en haut à gauche, toujours notre invité mystère, la femme du plateau, c'est Hachensout. Comment tu vas, Hachensout? Oui, merci Thomas. Je te remercie donc de m'avoir convié donc à ce panel donc de nouveau. Je remercie Thibaut et Aton donc d'être aussi de la partie pour pouvoir vraiment parler de l'actualité. Merci encore une fois. Merci beaucoup à vous. Bah, en tout cas, donc, vous êtes les acteurs de ce soir pour parler des différents sujets. On va commencer tout de suite par le principal. On va débriefer sur le Mali, avec actuellement une situation. Je pense que ça serait bien peut-être pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube qu'on résume la situation. Le Mali qui subit actuellement des sanctions de la CEDEAO, CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, qui est une organisation qui a été créée dans les années 1975. Donc, organisation à la base qui a l'objectif de coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest et de créer une union économique. Donc, voilà, une organisation au départ qu'on trouve qui a des beaux objectifs, sauf que le Mali, en fait, se trouve dans une situation particulière. Pour ceux qui ne savent pas, le Mali est un peu coupé en deux. Il y a la partie nord qui est frontalière avec plusieurs pays, l'Algérie, Mauritanie, etc., qui est une partie assez désertique. Et il y a la partie sud, on pourrait l'appeler la zone verte, où se trouve 90% de la population, où se trouve la capitale Bamako, et c'est là où se trouve voilà, les Maliens. C'est là où sont regroupées cette population malienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie du nord, la partie désertique, cette partie-là a été envahie à partir de 2011 par des djihadistes. Euh, donc ça a été une zone de conflit. Le Mali se fait envahir par ces djihadistes et ces djihadistes ont essayé de pénétrer dans cette partie sud, donc dans la partie verte. Et à partir du moment où ils ont commencé à vouloir arriver dans cette partie-là, la France a intervenu et est rentrée dans le jeu. Ça, on est à partir des années 2012. Pour en revenir à cette situation actuelle, c'est que on est en 2021 et il y a une junte militaire qui prend le pouvoir, qui prend les commandes du Mali et qui est dirigée par Assimi Goïta.
À partir du moment que cette junte prend le pouvoir, en fait, pourquoi ils le prennent? Parce qu'ils trouvent que, après vous pouvez m'arrêter si je me trompe, mais ils trouvent que les dirigeants au pouvoir ne savent pas gérer cette situation, on va dire, assez compliquée avec les terroristes. Et ils estiment un petit peu que bah, qu'ils sont pas assez, on va dire, assez patriotes envers le Mali. Et cette junte prend le pouvoir et leur objectif, donc, c'est de rallier les Maliens autour d'un discours patriotique. Et, cette junte, en fait, se fait sanctionner par la CEDEAO. La CEDEAO décide de faire un embargo sur le Mali et décide en fait de fermer ses frontières. Il faut savoir que le Mali était dans une situation assez particulière. Financièrement, c'était pas encore, voilà, c'était pas merveilleux, on va dire. Plus les terroristes, plus ces grosses sanctions. Et donc, je voulais vous, voilà, le Mali actuellement est dans une situation assez particulière. Et je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, bah, tout simplement, sur cette situation du Mali actuel? Je vais donner la parole à Thibaut, qui peut nous donner tout simplement son sentiment sur cette situation, pour démarrer. D'accord. Merci Thomas. Effectivement, le Mali, c'est un grand pays, hein, en fait. Ce qu'il faut retenir avant de démarrer, le Mali est un grand pays. C'est le pays qui a connu les premières universités, notamment de Tombouctou. Et aussi, c'est l'un des pays qui a mis en place la charte de Kouroukanfouka, c'est-à-dire les premières chartes des droits humains en 1935 sous Soundata Keïta. Et c'est aussi l'un des pays qui a fait une navigation avec un roi qui a décidé de quitter le pouvoir pour céder le pouvoir à son jeune frère cadet, qui est le plus connu d'ailleurs, Kankan Moussa. L'autre c'était Aboubakar II, qui est parti vers l'Atlantique, de l'autre côté de l'Amérique, pour aller, on va dire, voir un peu s'il y avait d'autres choses à faire. Donc, pour la première fois, quand même, on voit qu'il y a un roi qui part, en fait, et qui met quelqu'un d'autre de son vivant. En temps normal, le roi, il part quand, par décès ou par maladie. Vraiment, c'est des cas exceptionnels. Donc, tout ça pour dire que le Mali, c'est un grand pays et c'est un pays qui est très riche. Un Voilà. pays très riche parce que le Mali fait partie des premiers producteurs d'or au monde avec le Burkina Faso parce qu'ils ont, en fait, c'est le même sous-sol, hein, qu'ils ont. Et puis maintenant, ils ont d'autres richesses aussi, des richesses culturelles et tout ça. Et ils ont une grande population qui est à l'extérieur du pays et qui travaille beaucoup et qui envoie aussi beaucoup d'argent au pays. Donc en fait, on parle ici d'un grand pays qui a des difficultés, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui en réalité. C'est des difficultés qui datent depuis Modibo Keïta, quand Modibo Keïta a voulu que l'indépendance soit réelle, en créant sa monnaie, en, en faisant en sorte que les soldats français partent du Mali. Et donc, depuis ce jour-là, il avait déjà essayé de faire en sorte qu'il y ait un pays réel. Et donc la France, qui était là, a tout fait pour récupérer le pays, donc en arrêtant Modibo Keïta, en le mettant en prison et en faisant en sorte qu'on crée des nouveaux militaires un peu à la solde de la France pour que le Mali revienne à la France et que le Sénégal, qui était avec le Mali, se retire de leur réunion, qui est des pays séparés. Donc on voit un peu le pays tel qu'il était et tel qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il se passe que y a des militaires qui arrivent et qui veulent réellement recréer un peu, à l'image de Modibo Keïta, un vrai pays, c'est-à-dire un pays qui est souverain, qui pense vraiment à sa population, qui fait en sorte que toute sa population ne se retrouve pas à l'extérieur, mais qui est des gens au pays. Et un pays aussi qui change un peu d'image, parce que l'image qu'on a du Mali souvent, c'est un peu le désert, c'est un pays frustre, un pays où il n'y a pas, l'alphabétisation est très faible. En fait, c'est un peu les stéréotypes habituels qu'on a vraiment sur le Mali. Donc tout ça ne nous permet pas de voir réellement qu'il s'agit d'un grand pays riche, en fait. Riche culturellement, riche du point de vue, on va dire, monétaire, financier, et puis riche aussi
de tout ce qu'elle a comme... il y a plusieurs types en fait, à la fois de climat et puis de paysages, forêts. En fait, c'est un pays qui est vraiment... qui a tout. Donc ces militaires veulent recréer quelque chose de vivant. De vivant, mais pour ça, il faut se séparer de la France. Et la France ne veut pas partir. Donc ils veulent que la France parte. Donc ils sont vraiment dessus. Et avec l'aide de la population. Parce qu'il y a une grande manifestation où la population vraiment a donné son adhésion et son accord aux autorités actuelles, c'est-à-dire des militaires qui sont au pouvoir actuel, pour qu'ils puissent continuer la transition sur une période de 5 ans. Donc la CEDEAO, dont on parle tout à l'heure, ne veut pas qu'il y ait une transition de 5 ans, mais veut une transition rapide pour qu'on organise une élection et qu'à la suite de l'élection arrive un chef d'État qui sortirait des urnes. Mais quand on dit sortirait des urnes, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui sera, on va dire, qui sera d'accord avec la France et l'Union européenne et l'Amérique pour que, comme d'habitude, les richesses du Mali partent à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on met la pression sur le Mali, on lui ferme ses frontières. Pour l'histoire, dans le passé, le Mali en tant qu'empire avait accès à la mer en fait. La mer de Mali en fait c'est ce qui a été repris par le Sénégal et la Guinée-Conakry. Hein? Donc c'est un peu le même cas qui se passe aussi un peu pour l'Éthiopie. On a asphyxié l'Éthiopie en créant des États à côté, Somalie, Érythrée, ce qui fait que l'Éthiopie n'ayant plus accès à la mer, forcément, toutes ces richesses commencent à partir et puis il y a une asphyxie à l'interne. Donc c'est ce qui s'est passé pour le Mali. On a créé des États à côté pour complètement isoler le Mali et en fait l'asphyxier au maximum, ce qui fait qu'il n'a plus accès à la mer. Donc la CEDEAO, les États étant déjà créés, la CEDEAO essaie de faire en sorte que le Mali ne puisse pas réellement respirer et qu'économiquement la population s'inverse, c'est-à-dire que la population aille contre les autorités puisqu'elle a faim, il lui manque des choses et tout ça. Ce qui s'est déjà passé en Côte d'Ivoire en fait en 2010, quand Ouattara arrivait, la CEDEAO avait fait la même chose en envoyant même des militaires et en coupant le CFA. Ok, bah, on va revenir sur tout ça, sur la CEDEAO. Je vais juste faire un petit tour de table sur, bah, sur ce que vous en pensez exactement de cette situation aussi au Mali. Aton, qu'est-ce que tu en penses aussi de cette situation? Après, on reviendra en plus en détail sur la CEDEAO et ses faits. Ouais, c'est ce qui est extraordinaire ce qui se passe au Mali, c'est qu'actuellement il y a un soulèvement populaire quoi, qui est extraordinaire parce que qui a été initié par des mouvements panafricains. Donc notamment les dernières manifestations dont on a pu participer avec Hachetsou, donc on va pouvoir en parler, j'espère. D'ailleurs, juste, excuse-moi de te couper, vous avez fait des interviews sur sur cette manifestation et les auditeurs, écoutez bien, on va bientôt vous mettre bah, les extraits de cette interview de ces manifestants et comme ça vous aurez exactement le témoignage des manifestants qui sont vraiment très intéressants. Ouais, et puis on comprend qu'il y a une attente très très forte en tant que panafricain, puisque c'est vrai que on voudrait que le Bambara soit parlé, on voudrait qu'il y ait plus d'autonomie africaine, parce que c'est vrai que l'Afrique possède une grande partie des richesses du monde, et c'est vrai qu'à travers ça, il nous manquerait quelques cerveaux bien remplis pour qu'on puisse s'en sortir, quoi. Les choses ne sont pas si loin que ça et malheureusement on est tous conscients des réalités aussi. Hein. On est tous conscients que on navigue pas sur un fleuve tout à fait rose, mais en dehors de ça, je pense que le peuple malien a envie de liberté, a envie de se sentir vraiment vivre et ils veulent vraiment ils veulent vraiment que le peuple vive correctement. Donc c'est vrai que toute l'histoire qu'on a pu raconter sur le Mali est récente et ancienne ou récente, mais on sent une volonté du peuple qui est sous-jacente, quoi. Et on a envie que ça se finisse bien. Très bien. Hachensout, toi aussi ton avis sur la situation actuelle du Mali? Oui, alors, ce que j'ai... D'abord, je voudrais
vous dire hein, à quel point j'ai été très émue hier en visionnant sur les réseaux sociaux donc un coup de colère donc d'une maman, d'une femme d'une cinquantaine d'années hein, qui parlait avec son cœur, avec ses émotions, de la situation, sa situation sociale et économique, et puis surtout la rage qu'elle avait à l'égard de la France, qui jusqu'à présent, selon elle, ne faisait qu'exploiter effectivement les Africains. C'est une vérité. Et ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les intellectuels, c'est pas la génération, ce ne sont pas leurs enfants qui ont été à l'école ici, qui témoignent, ce sont les parents, ce sont aussi les grands-parents avec leur langage et avec leurs mots qui parlent de leur souffrance. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et je voulais dire de quoi s'agit-il que se passe-t-il au Mali hein On est plus ou moins en France à se nourrir de ce que nous disent les journalistes. C'est-à-dire qu'il y aurait donc des terroristes au Mali et que la France s'est engagée non pas sur le plan diplomatique uniquement, mais aussi sur le plan militaire, aux côtés des soldats maliens pour les aider à repousser, soi-disant, les terroristes. Il faut savoir que les terroristes sont présents sur le territoire malien, soi-disant, hein, je dis bien soi-disant, mais vous apprécierez le soi-disant, depuis le 1er avril 2012. Et c'est un mouvement de rébellion touareg, hein, qu'on pourrait dire l'Azawad, le mouvement national de libération de l'Azawad, qui revendique une partie de territoire. Alors, ils sont aussi en opposition avec un autre groupe qui a exactement les mêmes velléités, c'est le mouvement salafiste Ansardine, qui a pour visée de récupérer le nord du Mali. Ils ne sont pas les seuls, je suis en droit de le dire. Il y a, en quelque sorte, c'est pas moi qui le dis, c'est Assimi Goïta qui l'a avancé, pour remettre en question donc, les contrats soi-disant signés avec la France pour épauler l'armée malienne. Il explique que les terroristes sont une fabrication de l'Occident. Vous apprécierez le mot fabriqué par l'Occident. Alors, ce que je suis à dire là, c'est que lorsqu'il y a un engagement de la France, et nous qui sommes de l'autre côté, qui sont effectivement résidents de ce territoire-là, être sur un territoire qui n'est pas la France, on est en droit en tant que résident de se poser la question, que veut dire l'opération Barkhane, qui a été mise en place en 2014 et qui remplace l'opération Serval de 2013 à la demande de François Hollande, hein, qui s'est plus ou moins ému de la situation de partition du territoire par les deux groupes dont je viens de citer, pour pouvoir engager la France. Il faut savoir que dernièrement, on a eu le témoignage de soutien des Touaregs au gouvernement de Assimi Goïta. D'accord? Donc, où veut-on nous emmener? D'accord? Je suis particulièrement circonspecte, je vais aller brièvement, pour me dire que Macron remplace Barkhane par Takuba, et Takuba, c'est pas uniquement les Français, puisqu'il y a eu des défections hein, d'un certain nombre de partenaires de la première heure. Il entraîne à sa suite les Allemands qui sont toujours là, les Danois, pour pouvoir effectivement, soi-disant, sécuriser le territoire malien, pour éviter cette partition. Mais Assimi Goïta a dit non. Et le peuple malien dit non. D'accord? Donc, ce qu'il est important aussi de noter, c'est que dans on va dire cet imbroglio, il faut savoir que le 11 janvier 2022, c'est-à-dire cette année, excusez-moi, que s'est-il passé? Le gouvernement de la République du Mali a informé l'opinion nationale et internationale qu'un avion de l'armée française a survolé son territoire. Alors que, comme vous le savez, il y a Takuba qui remplace Barkhane, qui, soi-disant, a un contrat intergouvernemental avec le Mali pour pouvoir sécuriser son territoire. Je suis en droit de me poser la question,
De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Voilà. Ok, alors on est rentré un peu dans voilà, dans le détail et je voulais revenir sur la situation avec la CEDEAO. On a vu trois pays prendre part à la discussion. On a vu la France qui soutient les sanctions de la CEDEAO. On voit aussi les États-Unis qui pareil, soutiennent la CEDEAO et les sanctions contre le Mali. Et on a un dernier invité, l'Algérie, voisin du Mali, qui encourage les militaires maliens à une attitude responsable et constructive. Quels sont pour vous leurs intérêts de prendre part à cette discussion? Thibaut. Oui. Bon, moi je pense que de façon basique, parce qu'on est là aussi pour que nos auditeurs, nos panafricanistes et nos Africains comprennent la situation et comprennent aussi les acteurs qui sont en place et les enjeux qui sont en place. En temps normal, moi je prends le cas de la France, hein, la France a eu à se libérer de l'Allemagne grâce aux soldats africains et puis un coup de main russe, on oublie ça souvent, et aussi un coup de main américain. Mais je ne vois pas les Allemands venir s'interposer à chaque fois qu'il y a un problème ici en France. J'ai pas vu les Allemands partir en Guadeloupe parce que là, il y a un problème en Guadeloupe. Ici, la Constitution n'est pas respectée parce que le vaccin devient obligatoire alors que, de par la Constitution, on ne devrait pas l'imposer, mais on l'impose quand même. Donc, d'où l'Allemagne pourrait aussi venir pour dire, mais écoutez, c'est pas ces problèmes chez vous, respectez la Constitution, les êtres humains ne sont pas respectés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il faut que les Africains arrêtent d'accepter que leurs anciens bourreaux qui occupent leur territoire depuis 50 ans. Parce que depuis Modibo Keïta, les Français sont dans le pays, hein, physiquement. Hein, sont physiquement dans le pays avec les armes. Hein. Parce que, Ils sont aussi dans le... parce que le Mali est sont... une ancienne colonie, c'est peut-être pour ça qu'ils sont encore dans le pays. Mais c'est encore pire. C'est encore pire si on parle de la colonisation, parce que c'est-à-dire que colonisation, ça veut dire occupation des territoires, ça veut dire génocide, mort, ça veut dire pillage des pays, on brûle tout, on saccage tout. C'est-à-dire que les acteurs qui ont fait ça ne peuvent pas se saisir de ce acte de colonisation pour justifier leur présence sur un territoire qu'ils ont mis à sac. C'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on l'imagine qu'en présence des Africains. On peut faire référence à un acte aussi abominable pour sa présence sur le terrain. Maintenant, pour les Américains qui viennent aussi soutenir les Français et puis derrière l'Union européenne, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les Américains sont toujours, en fait, pendant longtemps, ils ont essayé de déléguer un peu les tâches avec moins d'intérêt à leur niveau à la France. C'est-à-dire pendant longtemps, tout le golfe de Guinée a été un peu mis en délégation à travers la France et par Total, pour que Total exploite un peu ce pétrole pendant que les Américains sont en Arabie Saoudite et tout ça. Maintenant que l'Arabie Saoudite commence à être un peu asséchée en termes de pétrole, les Américains reviennent en force en Afrique. Et ils veulent même faire en sorte de le faire de façon directe. Bon, la France, un peu à côté. L'Union européenne, elle fait aussi une délégation, c'est-à-dire que les Français, ils partent, ils pillent, et quand ils prennent, ils mettent dans le pot commun. En mettant dans le pot commun, on met dans le pot de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a au moins 500 milliards d'euros que les Africains versent ici, hein, sous le compte d'opération ici en France. Et ça, ce sont les chiffres dits par les Allemands qui n'étaient pas d'accord, qui ont annoncé ça. Donc je vais dire quoi par là? Je vais dire que les Africains doivent faire un effort pour ne même plus avoir des armées étrangères sur leur sol. Deuxièmement, en tout cas, Assimi Goïta et son équipe doivent prendre des mesures de souveraineté. Parce qu'ils sont en guerre. En fait, c'est une guerre réelle. Ils sont en guerre parce qu'ils veulent reprendre leur territoire. De l'autre côté,
ils ont ceux qui occupent leur territoire qui font de la corruption. C'est-à-dire que le fait de fabriquer du CFA qui n'est que du papier, sans réellement de garantie derrière, parce qu'il n'y a pas, par exemple, d'or en France ou une matière aussi importante qui pourrait dire, mais écoutez-vous les Africains, nous allons garantir votre CFA parce qu'ici en France, nous sommes des producteurs d'or, et donc avec cet or-là, si votre papier ne vaut plus rien, ben nous, on pourra vous donner de l'or en remplacement, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, on a un papier qui n'a pas de valeur, qui crée tous les désagréments possibles, les voyous qu'on appelle, les rebelles qu'on appelle, les djihadistes et tout ça. Mais comment ça fonctionne? On fabrique de l'argent ici à Chamalières, en France. On déverse ça à ces bandits voyous pour s'équiper, pour pouvoir circuler, pour payer aussi leurs soldats à eux. Et on met un pays à sac. Ils demandent un territoire, on leur accorde ce territoire, et après on reconnaît la partition de fait. C'est ce que je disais un peu la fois dernière pour le cas de Panama et tout ça. Donc, ils sont en guerre, parce qu'il y a une occupation française, il y a de l'argent, le CFA qui est fabriqué par les Français. Donc, il faut maintenant que le groupe qui dirige en ce moment le pays prenne des mesures de souveraineté. Il faut qu'il se retire du CFA, il faut qu'ils demandent de façon réelle le retrait des armées qui sont sur leur territoire. Vous avez les Américains qui sont sur le territoire malien, vous avez les Européens qui sont là, comme l'a dit Hachessoun tout à l'heure, avec des Danois qui sont venus avec une... Les Danois, on va en parler à la fin du podcast, mais je te laisse terminer. J'allais dire que les Danois, on n'en pas là. Ces armées-là, ces armées vont vraiment en guerre, en renfort à ceux qui sont sur place sans autorisation du Mali. Et donc, quand on a des faits aussi graves, parce que ça ne sont pas des faits anodins, c'est des faits graves, parce que derrière, il y a des échanges de tirs, donc il y a mort d'homme. Donc, ils doivent rassurer la population en prenant des mesures qui permettent quand même à ces armées qui sont sur place de pouvoir repartir là où ils étaient et laisser les Maliens s'organiser. Alors, a-t-on ton avis sur la prise de position de ces trois pays, France, États-Unis et Algérie? Moi, je verrais plus une chose comme ça. En fin de compte, pour en revenir à la CEDEAO, c'est vrai que la CEDEAO, c'est une communauté d'États d'Afrique de l'Ouest. C'est un groupement de 15 pays. Et ils ont un mandat d'intégration économique. Ok. Et donc, sur ça, c'est une organisation créée à 75 à Lagos. Ok. Et le président actuellement, c'est Kadri Désir Ouedraogo, si j'arrive à prononcer Drogo, si j'arrive à prononcer son nom. Mais en fin de compte, moi je voudrais séparer la CEDEAO, qui est juste un groupement économique, et de l'Union africaine. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait vraiment séparer un jour les deux. Il faudrait détruire la CEDEAO, qui n'existe plus aujourd'hui et qui n'a plus de valeur, parce que c'est vrai que son acte économique est mauvaise. Mais il faudrait garder pour moi l'Union africaine et créer des vrais soldats pour le Mali. Avec cette Union africaine qui serait une armée pour moi qui évincerait toutes les armées d'occupation telles qu'on a en Afrique. Aujourd'hui avec l'armée française ou l'armée ou les différentes armées qu'il y a sur le territoire sur le territoire de Katiyopa. Ça c'est la première chose. Mais surtout, je voudrais qu'on ait une vision beaucoup plus large, en fin de compte. C'est vrai que ce qui se passe au Mali, ok, il se passe quelque chose, mais regardons un petit peu, enfin, on va ouvrir un petit peu les yeux. Aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Est? En Europe de l'Est, il y a l'Ukraine. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de l'Ukraine. Il y a l'Ukraine, où il y a les Russes qui ont mis une forte pression à l'Europe sur l'Ukraine. Les Russes sont demandés actuellement au Mali. Que font les Américains? Les Américains renforcent la frontière ukrainienne européenne.
Pourquoi on met une telle pression ici en Ukraine, qui pour moi est un territoire russe? Et actuellement, c'est pour dire, pour dire aux Russes qui sont appelés souvent en Afrique, attention, ici c'est quand même notre précaré occidental. C'est-à-dire qu'ici, l'Afrique c'est chez nous, ce que viennent réclamer les Américains et les Français, en disant l'Afrique c'est chez nous. Donc si vous n'êtes pas content, on va vous gratter un petit peu sur le dos en vous empêchant de conquérir l'Ukraine. Et actuellement, les Russes vont y aller vraiment à tâtons au Mali. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut vraiment, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de voir le monde afro-africain, mais il faut voir le monde avec un œil plus large. Bien sûr. Et ce qui se passe aujourd'hui en Europe a une répercussion automatique de ce qui va se passer en Afrique. Et ça, c'est automatique. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'il faut vraiment qu'on ait cette ouverture d'esprit beaucoup plus large en se disant que les Russes vont peut-être pas arriver aussi facilement au Mali ou protéger aussi bien de nous protéger aussi fort des djihadistes. C'est pour cela qu'il nous faut, à l'Union africaine, créer rapidement une armée d'évacuation de djihadistes et sécuriser toute cette zone sahélo-sahélienne qui va du Niger, du Mali, du Burkina Faso, en tout cas toute cette zone-là, le plus rapidement possible par des soldats africains. Voilà, c'est ma position du moment. Très très bien. La Russie, on va en reparler juste après. Ça, c'est très intéressant sa position aussi. Hachetsout, qu'est-ce que tu en penses aussi de l'intervention de la France, des États-Unis, aussi de l'Algérie qui est rentrée dans les discussions dans ce bras de fer? Hachetsout, t'as coupé ton micro. Faut que tu rallumes ton micro. Oui, alors excusez-moi. J'ai bien entendu effectivement ce que ont dit mes copanélistes, c'est qu'il y a quand même une situation assez incroyable au Mali. Hein. C'est la question de les manifestations de la population pour dire et pour remettre en cause la présence française sur leur territoire, c'est de dire qu'aujourd'hui, la France fait figure de troupe d'occupation, qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on passe des bienvenus, de ce qu'on pourrait appeler des contrats qui ont été signés entre les gouvernants, pour aujourd'hui voir surgir la notion de peuple. Parce que tout à l'heure, j'ai employé le terme population, mais le terme population renvoie à une notion démographique, une notion géographique. Alors que la notion de peuple renvoie à la question d'une nation et à une question de souveraineté. Ce n'est pas la même chose. Il faut rappeler que l'engagement sur le terrain de Kémy Séba, qui a organisé aussi les manifestations pour dire non à la présence française, il le rappelle, aujourd'hui, le peuple se fait entendre. Et le peuple est derrière le colonel Assimi Goïta. D'accord? La CEDEAO, pour y revenir donc sur la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a une attitude assez incroyable en demandant donc la fermeture des pays riverains au Mali, de fermer ses frontières et aucun contact économique, donc de transit de marchandises avec le Mali, de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pour non pas taper le peuple, c'est comme s'il ignorait le peuple, mais pour taper sur le gouvernement de transition, c'est-à-dire Assimi Goïta. Et notamment lui demander d'organiser des élections le plus rapidement possible. Qu'a fait le Mali? Le Mali a montré sa souveraineté, a montré qu'il y avait un État. C'est-à-dire qu'elle a fermé ses frontières avec tous ceux qui soutiennent la CEDEAO, sauf la Guinée, qui se considère comme panafricain, ce qui a été assez étonnant, et la France qui a soutenu les sanctions de la CEDEAO, excusez-moi, le Mali, la CEDEAO, excusez-moi, le Mali, notamment par le représentant au plus haute instance de ce pays, notamment le colonel Assimi Goïta, demande de revoir
les accords militaires relatifs à la force Barkhane. La France s'est dépêchée de modifier Barkhane par Takuba. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque on a l'émergence d'un peuple, pour moi ce n'est pas une population, parce que lorsque l'on dit population, c'est comme si on peut gérer une population au niveau démographique. Vous voyez où je veux en venir. D'accord? Donc, lorsqu'on a la CEDEAO, ça veut dire que la CEDEAO n'entend pas le peuple, puisque au travers de ces sanctions, elle touche une population. Elle veut l'affamer, le réduire au silence. Pour la CEDEAO, il n'y a que des chefs d'État. Et derrière la CEDEAO, il y a la France, mais il y a aussi d'autres accords. Il y a, comme je l'avais rappelé, l'Union pour la Méditerranée, dont la France est partie prenante. Toujours pour mettre sur le nord du Mali, le nord, donc toute la bande toute la bande sahélienne, pour que les Européens alliés avec d'autres partenaires du Maghreb, faire en sorte que les intérêts soient les intérêts externes qui soient valorisés. De quoi s'agit-il? Et je redis ici, qu'est-ce qu'il se passe et que nous dit le gouvernement français face au gouvernement de transition? On entend bien évidemment qu'un peuple se réveille. Donc, ça veut dire que les Maliens aujourd'hui, au-delà des considérations qui sont celles donc, des États qui ne sont pas des États africains, puisqu'ils s'expriment au-dessus des peuples, aujourd'hui, on a la concurrence aujourd'hui des besoins du peuple face aux États-nations. Et là, c'est une nouvelle donne. Et Assimi Goïta doit rendre des comptes au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que là, on est à un tournant, puisque l'émergence du peuple africain est en train de se faire sous nos yeux. Voilà. Donc, c'est déjà la première partie par rapport au débat qui nous anime, que je voulais effectivement préciser. Ok. On va rester sur Assimi Goïta, qui est au pouvoir de la junte depuis le 24 mai 2021. Il y a, comme tu as dit, à Shensout, il y a eu un élan patriotique. C'est un petit peu sa façon de voir les choses. Il veut vraiment que le peuple malien se retrouve. Comme un peu t'as dit aussi à Ton, il faudrait qu'il y ait une armée africaine qui reprenne le pouvoir et que le Mali revienne aux Maliens, tout simplement. Donc c'est sa vision et on a vu qu'il était soutenu par le peuple. Et Assimi Goïta n'est pas non plus fermé aussi avec des négociations avec la CEDEAO parce que c'est un véritable bras de fer, parce que la CEDEAO ferme ses frontières, la CEDEAO aussi a gelé les finances du Mali. Euh, que pensez-vous de sa situation à Assimi Goïta? Est-ce que vous pensez qu'il doit être dans la négociation et au bout d'un moment lâcher du lest, ou au contraire être ferme face aux pressions? Parce qu'il a vraiment une situation délicate. Qu'est-ce que vous en pensez de sa position et comment il va pouvoir réussir à tenir ça? Comment vous le voyez dans le futur? Thibaut? Bon, oui, moi je pense que, enfin, au jour d'aujourd'hui, Assimi Goïta a réussi à slalomer un peu, hein, et à se maintenir, parce qu'en face, qu'est-ce qui se passe? Et là, bon, je vais dire les choses terre à terre, hein. En face, les Français veulent les aiguiller, hein, parce qu'ils ont toujours fait ça un peu pour tous ceux qui sont un peu arrivés et qui essayaient de tourner un peu le dos. Je prends le cas d'Haïti. Haïti, avec le président qu'on a assassiné récemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un que les Américains ont amené au pouvoir, vraiment dans les valises, hein, avec les élections habituelles, truquées. Il a fait le jeu pendant longtemps des Américains, et à un moment, il s'est un peu réveillé, et il voulait un peu juste comprendre un peu sa propre situation haïtienne. Mais il a été abattu comme un chien chez lui à la maison, avec un commando, avec deux commandos. Et après, quelques images qu'on nous a montrées de communication, et des vraies images que l'on n'a pas eues.
Ça, c'est le cas haïtien. C'est quoi? C'est l'année dernière, il n'y a pas longtemps. Assimi Goïta, il est dans le même cas en ce moment. La seule chose que les gens veulent faire, c'est le neutraliser. C'est-à-dire qu'en face, Tu penses qu'un commando on n'a pourrait pas être, des... un commando pourrait être commandité pour, pour destituer Assimi Goïta? Tu penses que ça peut être sa vie pourrait être, même être en jeu? Sa vie est en jeu depuis le jour où il a, disons, ils ont fait des déclarations de souveraineté. Depuis le jour où ils ont fait des déclarations de souveraineté en disant déjà à l'ONU qu'ils ont été lâchés en vol. Ça, c'est le premier ministre Shogel Maïga qui disait ça à l'ONU, franchement, que bon, eux, ils vont maintenant négocier avec d'autres partenaires pour pouvoir assurer leur propre sécurité et que, étant donné qu'on les lâche comme ça, ils ne vont pas non plus se laisser tuer et ne rien faire. Depuis ce jour-là, je pense qu'il y a déjà sur le terrain, hein, en fait, l'ONU qui est sur le terrain, là, c'est ce qu'on appelle dans le langage de communication on va dire, les opérations, on appelle, les opérations spéciaux, les Danois, là, qui sont arrivés là, là récemment au Mali sans l'autorisation de l'État malien, mais ils sont venus pour quoi faire? Ils sont pas venus pour faire de la géographie et puis pour faire on va dire, des films documentaires. Non, ils sont venus effectivement pour tuer. Ils sont venus pour tuer. C'est pour ça qu'il y a une déclaration de l'État pour dire que hey, ils n'ont aucune autorisation de venir. Il faut qu'ils repartent. Et tous ces soldats de l'ONU qui sont sur place, ils sont là pourquoi? Et puis la parole de la ministre française de la Défense, c'est des paroles de guerre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cocasse. Vous avez des armées étrangères qui sont sur vos propres territoires et leur chef, leur commandant en chef, c'est-à-dire le commandant en chef des armées, c'est le président de la République, le ministre de la Défense. Ici, Macron dit que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas légitimes. Il a dit ça à plusieurs reprises. Légitime, ça veut dire quoi? Il faut les enlever. Ouais. Et on sait comment ils ont dégommé Idriss Déby. Idriss Déby, c'est leur ami. C'est eux qui l'ont positionné, Idriss Déby. Idriss Déby était entouré de soldats français et tout ça. Ils l'ont dégommé comme un chien. Donc en fait, ils ont un seul langage, c'est des tuer. En face, on a des gens qui, on va dire, qui sont très diplomatiques, qui ont un souci de l'humain, qui parlent un peu au peuple et tout. Mais en face, les gens sont en guerre. Ils ne font que tuer en fait. Donc Assimi, aujourd'hui, il a réussi quand même à survoler tout ça et à poser des actes. Là, il y a un courrier qui circulait là, sur le net. Maintenant, il faut voir la véracité de ce courrier qui est attribué au président Assimi Goïta, qui disait que, bon, lui, sa vie est toujours menacée. Le matin, il rigole, mais il dort toujours un peu les yeux ouverts parce qu'à tout moment, il peut partir. Donc, je ne sais pas si vraiment ce courrier est, si c'est lui qui l'a fait. Si c'est Ouais, il lui faut qui l'a toujours faire fait, attention avec Internet. Il y a toujours des communiqués. Par exemple, il y avait eu un communiqué qui tournait sur Facebook où on disait que le Mali chassait les Français, que le Bambara allait revenir, la langue nationale, etc. Et en fait, quelques jours après, il s'avérait que ce communiqué avait été démenti. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre toujours des pincettes avec les communiqués sur Internet. il faut prendre des pincettes et puis il faut aussi analyser ce type d'information. Même si elle est fausse, il faut l'analyser différemment. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un démenti. L'État a démenti, l'État d'Assimi Goïta a démenti que bon, c'était pas l'origine de ce courrier. Mais par contre, ils n'ont pas démenti l'autre courrier qui lui est directement attribué. Là, ils n'ont pas fait de démenti. Mais ce qui est sûr, c'est que le courrier qui a été démenti, le contenu de ce courrier, ce sont des actes de souveraineté. Des actes de souveraineté que tout le monde attend, que le peuple, comme le dit Adjessou, attend pour, ne serait-ce que pour s'aérer, pour sa liberté. Mais comme
ils sont en train de gérer, on va dire, la politique et aussi de gérer leur rapport avec la CEDEAO. Mais pour moi, hein, pour Africains du monde, la CEDEAO, comme l'a dit Aton, c'est une organisation qui doit disparaître. Parce que c'est une organisation qui, au contraire de sa fondation, qui était très économique, est devenue une organisation belliqueuse qui tue les Africains, militairement j'entends. Ils ont été en Guinée-Bissau, ils ont été au Sierra Leone, ils ont été au Libéria, ils ont fait que des massacres. CEDEAO, j'entends, ils ont fait que des massacres. Ils ont fait des massacres aussi en Côte d'Ivoire, la CEDEAO. Mais ce n'est même pas leur objectif, ce n'est pas leur carnet de route. Ils n'ont pas été créés pour faire de la guerre. Ils ont été créés pour faire de l'économie solidaire entre pays. Et là, ça a été phagocyté, ça a été repris en main par la France et l'Union européenne pour en faire un courant de transmission des ordres de l'Europe et de la France pour que tous les États qui veulent sortir un peu du système ancien, c'est-à-dire du système où il faut donner toutes leurs richesses, toute leur population à l'Europe et à la France, tous ceux qui veulent sortir de là, la CEDEAO est chargée de les mettre au pas. La CEDEAO a une moindre mesure pour l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu la CPI au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui sont chargées de mettre au pas des États qui veulent sortir du carcan dans lequel on les a mis. Donc logiquement, je suis d'avis d'Aton que la CEDEAO doit être une organisation qu'on doit complètement dissoudre pour en créer une autre. Parce que c'est une organisation qui n'est pas là pour l'intérêt des Africains. C'est une organisation qui n'agit que contre la liberté des Africains. À un moment, il faut en tirer les conclusions et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Une organisation qui a de nom que d'Africains, mais dont ses agissements n'ont rien à voir avec la solidarité qu'elle était censée économiquement apporter. Il faut la dissoudre. Il faut avoir le courage de la dissoudre. Il faut aussi que le Mali ait le courage de fonctionner différemment. Pourquoi je le dis? Parce que en 2010 et en 2005, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu le même type de scénario. C'est-à-dire que la CEDEAO ferme les frontières, embargo, la monnaie CFA coupée, il y a même embargo sur les médicaments. Quand tout ça n'a pas marché, au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée française a commencé maintenant à tirer avec des hélicoptères en bombardant la résidence, en tirant sur des manifestations, sur les manifestants. Donc, au final, et après, on a imposé Alassane Ouattara avec son premier ministre Guillaume Soro et tout ça. Et Gbagbo est parti à La Haye, jugé et tout ça. Il a été jugé, il est reparti pratiquement sur 2 mandats de Alassane Ouattara, c'est-à-dire 50-50-10, il est sur le 13e 15. Donc, la CEDEAO, c'est des organisations qu'il faut, 1, combattre, qu'il faut 2, dissoudre, et qu'il faut 3, reconstituer avec des États réels. Ce que j'appelle des États réels, maintenant l'avenir nous dira si effectivement la révolution dans laquelle est le Mali est aussi accompagnée par la Guinée, si cette révolution est aussi accompagnée par le Burkina Faso, si cette révolution est accompagnée aussi par l'Éthiopie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. L'Éthiopie est très haut, mais elle vit la même situation en Érythrée. C'est exactement la même situation que vit l'Éthiopie en Érythrée. Haïti a vécu ça et est en train de vivre ça en ce moment où les États-Unis sont en train de concocter un système institutionnel mais qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on prend 5, on va dire 5 partis ou 5 institutions pour pouvoir diriger un pays. C'est-à-dire une coalition d'institutions pour diriger un pays. Mais ça n'a pas de sens au final. Donc, c'est un peu ce genre de système dans lequel sont ces pays africains. Donc, il faut quand même essayer de voir un peu différemment. Il y a certains pays qui commencent aussi à s'autonomiser.
à poser des actes, notamment de souveraineté, comme la Barbade. Donc, on a des pays comme ça qu'il faut regarder et faire en sorte qu'ils arrivent en fait à s'accompagner. On a aussi les îles Salomon, où les gens sont en ce moment en train de bouger différemment. Donc, moi, je pense que si le Burkina Faso est dans une bonne dynamique, il serait bien que ces pays-là fassent un système d'union avec un nom différent pour qu'il y ait une réalité, que derrière il y ait, comme dit Aton, des vrais soldats, parce que malheureusement l'Union africaine telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas en capacité de créer une armée pour une raison simple, c'est que, en termes de financement, ils ne sont pas financés par les pays africains, ils sont financés par les États-Unis et l'Europe, un peu par la France aussi, donc ils ne sont pas en capacité. Deuxièmement, quand on fait l'état des lieux de l'Union africaine, les décisions que prend la CEDEAO, là, elles sont toujours confortées par l'Union africaine. Donc, en fait, la CEDEAO, il faut faire le premier pas. Après, on a l'Union africaine qui accompagne le deuxième pas, et ils sont ensemble. Donc, en fait, ce sont des organisations qui sont très nuisibles à l'Afrique. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sortir de ces organisations, les dissoudre, et en créer des vraies organisations qui sont un peu souveraines. Ok, alors, je vais passer la parole à Aton. Qu'est-ce que tu en penses parce que le Burkina Faso, on n'en a pas encore parlé, et d'ailleurs le podcast est plutôt long, donc on va passer après sur le Burkina. Mais je voulais revenir sur la situation d'Assimi Goïta. Qu'est-ce que tu en penses? Doit-il rester ferme sur sa position patriotique ou au contraire être dans la négociation avec la CEDEAO? Moi, je suis super, enfin, c'est vrai qu'on en discutait avant, mais moi, on est super optimiste. Assimi Goïta, c'est une personne qui est née en 1983. C'est un fils d'officier de forces armées maliennes. On parle à quelqu'un qui a 38 ans aujourd'hui, hein. 38-39 ans. Donc, il a été formé dans les académies militaires du Mali, mais c'est la jeunesse, quoi. On s'aperçoit que c'est la jeunesse qui reprend une relève, quoi. Et on sait que ça va... On sait où mène cette fougue, mais on sait où elle démarre, mais on ne sait pas où elle s'arrête. Et cette jeunesse, elle est là pour 5 ans. Pour l'instant, c'est 5 ans. Va-t-il rester? Va-t-il vaciller? Va-t-il garder son régime? Ça dépendra de tout panafricain si on est solidaire. Je rappelle toujours, et je suis encore foncièrement décidé à vous le convaincre encore aujourd'hui, l'Afrique est en guerre contre le reste du monde. Et notre guerre, elle commence aussi dans nos esprits. Elle commence d'abord dans l'esprit, ensuite le mental, ensuite se convaincre, ensuite la lutte physique, et ensuite, bien sûr, la lutte pratique dans les médias, dans tout ce qu'on sait faire. Parce qu'on a des panafricains partout, dans tous les domaines. Donc, faut vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, aucun peuple ne nous veut du bien et que tout le monde nous veut du mal. Et si on est dans cet état d'esprit-là, on peut que gagner si on a une jeunesse déjà qui commence comme Assimi Goïta, qui commence à monter, si on a une jeunesse qui commence à monter comme on le voit au Burkina Faso, si on a des autres jeunesses si on a toute cette jeunesse qui va progresser, on ne peut qu'être confiant. Ils vont peut-être en détruire un, ils vont peut-être en détruire deux, ils vont peut-être en détruire trois, mais ils pourront pas détruire le milliard de personnes qu'il y a derrière. C'est ça que j'essaye de dire, et franchement, il faut vraiment qu'on se crée avec la guerre que personne n'est notre allié sauf nous-mêmes. Et même de chez nous, il faudra un jour se poser la question des traîtres. Il faudrait qu'on se pose un jour la question. Mais pour le moment, on va de l'avant, et on a confiance encore à ce gouvernement, et je prise les dieux. Donc aujourd'hui, c'est Ankunja Seneb, mais c'est vraiment toute la force que j'essaye d'envoyer au peuple malien, de plein d'énergie, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que la guerre est à nos portes. Il faut que tout peuple panafricain conscient y prenne conscience, et qu'on va s'en sortir si on a le peuple derrière. Hachensout, je voulais avoir aussi ton avis sur cette position d'Assimi Goïta, et aussi ton impression sur la vie des panélistes.
Alors, moi, je suis un peu gênée, alors je vais vous l'avouer, hein, sur quoi, par rapport à ce qui se dit ici. C'est-à-dire que on s'efforce de parler uniquement de ce qu'on pourrait appeler des leaders, des institutions, mais il me semble hein, qu'il est utile de, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de savoir que à la fois, si on emploie le terme population ou si on emploie le terme peuple, il y a quand même un processus qui doit se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les Maliens sont un acteur de poids capable de renverser actuellement la donne qui s'impose à eux? C'est-à-dire que jusqu'à présent, et ça tout à l'heure j'en ai fait référence, il y a énormément d'accords, hein, notamment l'accord de l'Union pour la Méditerranée, les accords militaires. Ce ne sont, avouez-le, que des choses qui se passent au-dessus des têtes des personnes, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants. Ils naissent, ils meurent, ils doivent se nourrir. Donc la question, c'est quels sont aujourd'hui, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir est-ce que la population est un acteur fondamental? Pourquoi? Parce que ça renvoie à de la géostratégie. Tout à l'heure, Aton a posé donc quelque chose de formidable. Il a dit la CEDEAO est un courroie de transmission des intérêts économiques de l'Occident. Donc, on est toujours dans des négociations qui se font au-dessus de la tête des personnes qui ont des besoins. Parce que lorsque je suis en France, les Français tiennent à cette notion de peuple, de nation, de souveraineté, d'État. Donc, quand ils font référence au Mali, ils ne traitent qu'avec un leader, Assimi Goïta. Et si effectivement ça leur prend, comme ils ont fait au Burkina Faso avec Thomas Sankara, c'est facile de tirer sur une tête qui dépasse, c'est-à-dire face à un leader, puisque la population est une population, mais pas un peuple. La population n'est qu'une démographie, n'est que de la géographie. Si c'est une population, elle est gérée de l'extérieur. Quand on en a besoin, comme la France et l'Occident, pour des questions de travail, parce qu'il n'y a pas assez de manœuvres, on organise la migration. D'accord? On organise la gestion de la population. Mais lorsque, depuis quelque temps, plus d'un an, la population dit nous sommes un peuple, ce n'est plus la même chose. C'est un acteur qui intervient à un degré qui jusqu'à présent, excusez-moi, on l'a tenu à l'écart. D'accord? On l'a tenu à l'écart. Parce que si on le fait intervenir, il y a les besoins de la population qui va revendiquer sa souveraineté, l'intérêt fondamental qui est quand même jusqu'à présent ignoré, minoré. Et je voudrais dire une chose qui me paraît essentielle, c'est que c'est une dynamique. C'est-à-dire que Assimi Goïta le dit bien, hein, il a été jeune, il est jeune, et il fait partie d'un peuple qui est celle du Mali, dont il reconnaît la culture de ce pays. Il se dit musulman et il assume son passé, il assume son héritage d'Africain. Et c'est ça qui est assez intelligent et qui est formidable, il s'adresse à des institutions maliennes. Il ne parle pas pour l'extérieur, il parle pour l'intérieur. Donc, comme aujourd'hui, comme on l'a reconnu, ces institutions, ces États-nations, comment dire, ces blocs, hein, puisque jusqu'à présent c'était des blocs externes, ont toujours parlé à la place et au-dessus du peuple en les qualifiant de population, n'ont qu'un intérêt, c'est d'organiser l'instabilité. À quoi renvoie l'instabilité? Il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'aucun État africain, si vous avez remarqué, ne possède des armes de dissuasion massives.
Parce que Attends parle de la guerre, mais les États africains, jusqu'à présent, ne sont pas considérés comme des États puisqu'ils n'ont pas des armes de dissuasion massive. Ils n'ont pas d'armes nucléaires. Donc, la définition de l'instabilité, c'est que partons du postulat qu'ils n'ont pas de réponse adéquate face aux provocations des grandes puissances. Les grandes puissances vont organiser des conflits mineurs où ils vont pouvoir intervenir pour des instabilités permanentes. Et oui, parce que lorsque l'on a deux États qui possèdent la bombe, qui possèdent des armes de dissuasion massive, on est sur la négociation. On est sur des choses qui sont beaucoup plus feutrées. La chose qui nous étonne aujourd'hui, c'est comme vient de le dire Attends, même si Wagner est présent effectivement au Mali, même s'il y a des informations contradictoires qui disent qu'ils ne sont pas encore là, les Américains disent mais si, ils y sont, il y a une chose. Aujourd'hui, les États-nations, les blocs qui jusqu'à présent essayaient d'être stables dans le discours, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait l'Union soviétique et les États-Unis, personne, alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi, non en tête l'idée qu'à un moment donné, un chef d'État pouvait appuyer sur le bouton pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le surarmement est tel qu'aujourd'hui, les États-nations, les blocs, savent discuter, savent négocier par l'intermédiaire des institutions parce qu'ils ont effectivement une souveraineté, ils ont un peuple, ils ont une nation. Donc, ils délocalisent sur des territoires que sont l'Afrique leur conflit. Et ce conflit, c'est tout simplement des conflits mineurs, des conflits indirects qui ne font qu'augmenter. Et ça, c'est au détriment de la population, puisqu'il n'y a pas de